François, journaliste, écrivain, votre dernier livre, Maintenant ou jamais, une dernière chance pour la France, qui est paru chez Fayard. Judith Weintraub, bonjour, reporter politique au Figaro. Jean-Luc Benamias, bonjour, président du Front démocrate écologique et social. C'est un nouveau parti écologique que vous avez fondé il y a... Et social. Pardon ? Et social. Oui, que vous avez, écologique et social, que vous avez monté il n'y a pas très longtemps. Exact. Et qui se veut un rassemblement du centre-gauche et pro-gouvernemental. Vous soutenez le gouvernement ? C'est vrai, et même François Hollande. Et même François Hollande. On a trouvé un. Voilà, la parole, vous avez publié la semaine dernière 72 heures, roman judiciaire, mais pas que, aux éditions La Joanie. Je n'ai pas encore lu, ça parle de quoi ? Ça... Dans la cour d'assises, j'imagine une histoire chorale, comme on dit aujourd'hui, avec un coup de théâtre à la fin, et je peux me mettre dans la peau de l'accusé, ce qui est un grand bonheur. Ah, très bien. Sans avoir commis de crime, hein, je le dis tout net. Quand même, ça on verra la morale est sauve. Les unes de la presse, Libération, gauche contre gauche, c'est à propos de la grève générale en Italie, tous les syndicats qui appellent donc à une grève générale contre les réformes de Matteo Renzi. Le Figaro, comment Sarkozy veut relancer l'UMP. Tout un dossier à lire dans le Figaro, comment il a construit une nouvelle direction. Il y a une chose assez drôle hier dans l'organigramme de l'UMP, il y a Nicolas Sarkozy, Nathalie Kosciusko, Laurent Wauquiez, et elle est 2 mm au-dessus de Laurent Wauquiez. On a fait très attention, elle est numéro 2. Elle est numéro 2. Que numéro 3. Voilà. La Croix fin de vie, ce qui pourrait changer, vous le savez, c'est ce matin que Alain Claes et Jean Leonetti remettent un rapport à François Hollande pour une proposition de loi visant à amender la législation donc sur la fin de vie. Le Parisien chasse aux privilèges dans les HLM. C'est la mairie de Paris qui a décidé de s'attaquer aux privilèges, enfin aux privilégiés, à ceux qui sont logés par la mairie de Paris de façon indue et abusive. Ça représenterait environ 30% des occupants de logements, et parmi ceux-là, évidemment, des politiques comme Jean-Pierre Chevènement et autres qui sont toujours logés pour pas très cher dans des HLM. Et puis débat sur l'euthanasie, à lire le très beau témoignage de Philippe Pozzo di Borgo, le plaidoyer pour la vie du héros d'Intouchable. L'opinion, financement, université, le déclic ou le déclin. Et puis, ce qui fait l'actualité ce matin, c'est la une de Closer, non pas l'accouchement de Charlène, mais Florian Philippot, oui à l'amour pour tous. Cette photo donc qui dévoile, qui révèle l'homosexualité de Florian Philippot. Beaucoup de réactions politiques indignées, beaucoup de réactions également sur les réseaux sociaux dès la parution de ce magazine dénonçant un outing insupportable. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que les politiques ont droit à une vie privée ? Et est-ce que vous comprenez l'indignation, ou est-ce que finalement c'est comme ça, ils sont devenus des people en quelque sorte ? Non, mais alors, premièrement, la presse qui va fouiller dans la vie privée, c'est quelque chose qui, moi, en tant que journaliste, m'est insupportable. Si c'était ça, la presse, alors là, je devrais rendre ma carte de presse. Deuxièmement, il est vrai qu'il y a une exception. Et l'exception, c'est, pardonnez-moi pour être clair, le père la vertu qu'on surprend au bordel. Si un homme politique fait toute se sert de sa vertu et qu'on s'aperçoit qu'en réalité ce n'est pas le cas, alors là il y a un problème. Mais notez que sur ce cas particulier, justement, on voit que Florian Philippot a refusé de répondre lorsqu'on lui posait la question « Êtes-vous homosexuel ?» parce qu'on la lui a posée. Et que d'un autre côté, manifestement, il a entraîné Marine Le Pen à ne pas s'engager comme Marion Le Pen contre le mariage homosexuel. Donc, il était en cohérence. Cela dit, dernière chose, quand on veut faire de la politique, fatalement, un homme politique doit pouvoir s'exprimer sur sa vie sexuelle. Et le plus simple, c'est de faire comme, voyez-vous, ce garçon qui s'appelle Sébastien Chenu, qui rejoint, on l'annonce aujourd'hui, le Front National, qui est fondateur du mouvement Gay Libre. Ouais. Le plus simple, si vous voulez, pour éviter le coming out, comme on dit, c'est de faire son outing, pardon pour le français. Oui.
Je crois que penser que Philippot est à l'origine de la prise de position ou la non-prise de position de Marine Le Pen sur le mariage homosexuel est une erreur factuelle, de même que la prise de position de Marion Le Pen. D'abord parce qu'on peut très bien être homosexuel et contre le mariage homosexuel. Oui. C'est d'ailleurs le cas de Chenu, du Guélib, qui viennent rejoindre le Front National. Donc c'est pas ça la frontière. Pour moi, la frontière, elle est simple. Ce que vous disiez, il n'y a rien à redire là-dessus sur les donneurs de leçons de vertu. C'est l'homme public lui-même qui pose la limite de la séparation entre sa vie privée et sa vie publique. Je ne vois pas pourquoi un homme ou une femme publique homosexuelle aurait à le dire, sauf à avoir une position publique sur l'homosexualité, ce qui n'est pas le cas de Florian Philippot, qui a atteinte à la vie privée. Laurence Piot, la rédactrice en chef de Closer, dit « Nous traitons les couples hétérosexuels comme les couples homosexuels. » C'est pas le problème, ça serait pareil s'il était avec une petite amie. Non, ce ne serait pas la même chose. Quand on a montré Pierre Moscovici avec sa jeune compagne, il n'y a pas eu ce déferlement d'indignation. Et c'est vrai qu'il y a quand même un paradoxe, me semble-t-il, dans les réactions qu'il y a aujourd'hui pour Florian Philippot, qu'il n'y a pas eu pour d'autres personnalités. Il n'y avait pas plus de raison de montrer Pierre Moscovici avec sa compagne qu'il n'y en a de montrer Florian Philippot. Je ne défends pas Closer, mais c'est vrai que moi, la réaction aujourd'hui et le fait que ça fasse ce pataquès m'interroge. Au fond, d'abord, l'indignation, ça me paraît beaucoup. Il y a suffisamment de motifs d'indignation beaucoup plus sérieux que d'en faire preuve à propos de cette photographie. Moi, j'ai l'impression que le regard qu'on doit poser sur la vie privée des hommes politiques doit prendre en compte leur représentation et l'élection. Autant je trouve totalement anormal qu'on montre Florian Philippot avec son ami, alors que naturellement le citoyen n'a aucun lien direct avec celui-ci et qu'il est évidemment libre d'avoir la vie qu'il veut. Autant je distinguerais Closer lorsqu'il photographie François Hollande en casque, en moto, et qu'il se rend à un rendez-vous galant, parce que là, il me semble que la vie privée du président, même dévoilée de manière discutable, est fondamentale dans le jugement que le citoyen peut porter sur lui. Moi, je ferai une différence radicale, en tout cas le partage. Si ça apporte une information de politique et par rapport à la personnalité. De plus en plus, depuis 2007 d'ailleurs, une partie de la vie privée et des hommes politiques au sommet fait partie de l'appréhension globale de leur personnalité. Mais vous avez raison, rien n'obligeait François Hollande à faire état, comme il l'a fait de sa vie privée, avec Madame Terveller à ses côtés. Il aurait très bien pu avoir une liaison qu'il n'aurait jamais parlé, dès lors qu'il mettait cette relation sur la place publique, il s'exposait à. Bon, pour Florian Philippot, il n'y a pas de drame. Il a voulu être people. Oui. Il veut être un leader politique extrêmement reconnu. Il est en lutte interne par rapport à Marion Maréchal. Ça s'est vu, c'était le seul enjeu, entre guillemets, du congrès du Front National, savoir qui allait arriver en tête. Il a fait 70% en interne. C'est pas sur le mariage homo, c'est beaucoup plus sur la vision du monde et l'économie, le libéralisme. On est d'accord. Le seul truc qui touche... Pourquoi ça touche là ? C'est parce qu'on touche à l'extrême droite. Et donc, dans l'extrême droite, tout ça est un sujet relativement tabou, même si historiquement, c'est pas si tabou que cela. Et que Jean-Marie Le Pen lui-même en a beaucoup joué. Exactement. Bon, voilà, moi je pense que pour lui, c'est tout bénef. Oui, mais vous pensez que c'est tout bénef ? Ah, mais complètement. Parce qu'il se met en une de l'actualité et il devient... Pas sûr qu'il en soit ravi. Être dans Closer, quand on joue le rôle qu'il essaie de jouer au Front National et qu'il essaie de jouer en étant une personnalité extrêmement reconnue sur la place publique, il est d'autant plus reconnu. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Il a des parents aussi, Florian Philippot. Et alors, j'espère qu'il a parlé à ses parents. Et Jean-Luc, je trouve que vous êtes un peu dur quand vous dites qu'il est people. Il me semble que vous confondez tout de même une visibilité médiatique pour des motifs politiques. Lorsqu'il vient dans les tribunes et qu'il est interviewé, il parle de politique. Ça n'est pas la même chose. On l'a interrogé sur RMC. Et il y a une interview que j'ai retrouvée, très intéressante, où vraiment les gens de RMC, oui, mais alors, quelle est votre vie de famille ? Oui, mais dites-nous. Et on lui a dit, êtes-vous homosexuel ? Et il a dit, mais je n'ai pas à répondre, je n'ai pas à répondre. Donc, quand un homme politique
fait cette muraille de Chine par rapport à sa vie privée et que, sans aucune raison, sans aucun intérêt informatif pour le public, on force cette intimité, je trouve ça, quelle que soit la personnalité, répugnant. C'est pas mon métier de journaliste. Allez, je ne m'y reconnais pas. Mais alors pourquoi on réagit? Encore une fois, je reprends l'exemple qui est un bon exemple, je pense celui de Pierre Moscovici. Alors vous allez me dire que tout le monde se fout de Pierre Moscovici. Il n'y a pas eu ces réactions. Il n'y a pas eu ces réactions quand on a montré sa compagne. C'était volontaire, hein, si ma mémoire est bonne. Non, il a été pris, je crois que c'était Voici en photo. Il était assez content. Mais parce que même si l'homosexualité se banalise d'une certaine manière par le mariage pour tous, il y a encore quelque chose dans l'esprit public légèrement transgressif lorsqu'on va dire... Il y a de l'homosexualité. Belle opération de Closer, en mettant un Front National, qui ne fait pas son outing, mais qu'on le fait à sa place. Belle opération de Closer. Et je répète que pour Florent Philippot, moi je pense que tout est bénéfique. Alors Marine Le Pen a réagi au micro de Michel Field sur Europe 1 dans l'émission Mediapolis qui sera diffusée demain matin. Elle dit c'est une atteinte très grave aux libertés individuelles. Ce type de comportement est insupportable. Je pense qu'elle parle de Closer et pas de Florian Philippot. Je le dis quand cela touche Florian Philippot, quand cela touche François Hollande, la vie privée est sacrée. Tout ça est de la faute des magistrats, dit-elle, mon cher Philippe. Voilà. Pour la patronne du FM, c'est de la faute des magistrats, car ceux qui sont saisis des procédures pour violation de la vie privée condamnent les journaux à des sommes qui sont dérisoires, alors que les gens... Voilà. Pas toujours. Pas tout. Malheureusement, c'est la bonne conscience, au contraire, d'une magistrature qui matraque souvent des publications sur la vie privée, alors que c'est pas toujours justifié, de mon point de vue. Bon, écoutez... il y a un hebdomadaire de Montpellier, en ce moment, dans l'Hérault, qui est condamné à une amende qui risque de fermer. J'ai pas le nom de cet hebdomadaire, mais qui risque d'être condamné sur une décision de justice à 80 000 €, ce qui est énorme pour un journal papier, comme chacun sait, voilà. Donc, mais est-ce qu'à votre avis, il y a... Effectivement, c'est la première fois qu'on met à la une... je ne sais pas si c'est la première fois. Je crois qu'il y avait eu l'exemple de... Il a témoigné aussi sur Europe 1 ce matin, David Xavier Weiss, dont on a dit qu'il avait une relation avec un ministre. Mais là, il y a un cap qui est quand même franchi avec cette photo. On ressemble de plus en plus à l'Angleterre. Mais est-ce qu'on est effectivement à Saint-Digné, on est passé dans un autre monde avec une transparence totale et aujourd'hui... voilà, ça fait partie de la vie, de ces journaux. Ce qui est préoccupant, c'est de voir à quel point aujourd'hui, dans l'analyse politique, il y a de plus en plus des zestes de vie privée qui servent au raisonnement, me semble-t-il. Pas toujours à tort. Ouais. Allez, ça pèse pas énormément non plus. Je veux dire, il va très bien, je le répète, Florian Philippot va très bien s'en sortir. Allez, c'est le mot de la fin sur ce sujet. On s'interrompt, c'est l'heure du rappel des titres et on continue à commenter l'actualité tout de suite après. Quand on veut implanter son entreprise à l'étranger, on manque parfois de repères. Un projet immobilier, c'est toujours plus qu'une affaire d'immobilier. Colliers International, accélérateur de succès. You better watch out, you better not fight. You better not pout, I'm telling you why. Why? Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is... À Noël avec Orange, offrez plus que des cadeaux, offrez des super pouvoirs. Orange. Champs-Élysées de Lindt, c'est toute la magie des maîtres chocolatiers. Le plus fin des chocolats, dans le plus féerique des coffrets. Lindt, maître chocolatier suisse. Jean. Nice shoes. Hi. Thank you so much. Would you like milk? No, thank you. How far would you go for an espresso? Nespresso. What else? Ça va aller? Parce que, je veux dire, c'est plutôt raide comme pente. Je peux peut-être vous aider? Oui. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. L'Opel Mokka avec système de contrôle en descente.
le meilleur de la qualité allemande. C'est une Allemande. Élu 4x4 de l'année 2013 et 2014 en Allemagne. L'Opel Mokka est à partir de 275 € par mois, sans apport, sans condition. Paris Doranaum, maître joaillier. Paris Doranaum, maître joaillier. George, Jean. How far would you go for an espresso latte macchiato? Nespresso, what else? Pourquoi choisir entre le prix et le service? Bouygues Télécom et B&You s'unissent pour vous offrir ce qu'ils ont de meilleur. Des forfaits sans engagement avec tout le service client Bouygues Télécom inclus. Oui, maintenant, le forfait B&You à 19,99 € par mois, avec appel illimité et Internet en 4G, inclut tout le service client Bouygues Télécom. Plus de 500 boutiques, plus de 3000 conseillers pour vous accompagner. Et l'assistance 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 sur bouyguestelecom.fr. Bouygues Télécom, le progrès vous appartient. C'était l'une des promesses de campagne de François Hollande, une réforme sur la fin de vie. Deux députés, le socialiste Alain Claes et l'UMP Jean Leonetti, remettent en ce moment même leurs propositions au président. Dans ce rapport, il n'est question ni d'euthanasie, ni de suicide assisté, mais d'une sédation profonde et continue pour une fin de vie apaisée. Les médecins devront suivre le choix des patients. 4 ans et demi après la tempête Xynthia, le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne rend son jugement. 4 ans de prison dont 3 fermes ont été requis contre l'ancien maire de la Faute-sur-Mer. 3 ans de prison dont 2 fermes contre son ex-adjointe à l'urbanisme. Une décision très attendue par les proches des 29 victimes. Braquage spectaculaire hier soir dans une zone industrielle d'Orly. 8 individus munis de couteaux, de tournevis, de marteaux et de gaz lacrymogène ont séquestré le personnel et dérobé une vingtaine de palettes composées d'ordinateurs et de tablettes. L'opération a duré 45 minutes. Montant du butin, 1 voire 2 millions d'euros. La vitesse est bien en cause dans la mort de 5 étudiants fauchés par une voiture à Saint-Denis de la Réunion. Le conducteur roulait à 100 km/h sur une portion limitée à 30. Il devrait être mis en examen aujourd'hui pour homicide involontaire, vitesse excessive et conduite sous l'emprise de l'alcool. Son taux dépassait légèrement les 0,5 g. La CIA fait un début de mea culpa. Le patron de l'agence de renseignement reconnaît que certains de ses agents ont utilisé des méthodes d'interrogatoire répugnantes après le 11 septembre, tout en défendant le travail de ses équipes dans cette période dite difficile. Le dernier adieu des Belges à la reine Fabiola. Les funérailles nationales se déroulent en ce moment même en présence de la famille royale, mais aussi du Gotha mondial. Fabiola est décédée la semaine dernière à l'âge de 86 ans. C'était la tante du roi Philippe. Football, c'est l'exploit de la soirée. L'en avant Guingamp se qualifie pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Les Bretons devaient au moins faire match nul face à Salonique. Ils ont fait mieux. Victoire 2-1. Saint-Etienne et Lille sont éliminés sans gloire. Voilà pour l'essentiel. Restez avec nous. Dans un instant, retour sur le plateau de Choisissez votre camp. Valérie Expert. Retour sur le plateau de Choisissez votre camp. Dans un... Philippe, on est à l'antenne. On va commencer à parler. Nous allons évidemment parler de la réforme de la loi sur la fin de vie. Mais avant, quand même, cette décision de la Cour de justice en faveur d'Éric Woerth, qui a bénéficié d'un non-lieu dans l'affaire de l'hippodrome de Compiègne. On se rappelle quand même des unes des journaux à l'époque. On en a retrouvé quelques-unes. Je ne sais pas si on peut les voir. Où Éric Woerth a vraiment été condamné avant d'être jugé. Écoutez alors on va pas voir les unes, on les verra tout à l'heure, mais écoutez ce qu'il disait ce matin au micro de Jean-Pierre Elkabbach à propos donc de ce non-lieu.
Vous vivez ça comme un enfer. Vous êtes mis sur la place publique. La présomption d'innocence n'existe plus. C'est une épreuve personnelle. C'est une blessure pour vous, pour votre famille. Tout le monde le vit comme avec ça. obsession. Et ça arrive à plein de gens. Il y a plein de gens qui nous écoutent actuellement, qui ont des problèmes de cette nature et qui le vivent comme ça. Vous vous sentez plutôt... Vous pensez avoir bien fait. Vous ne voyez pas ce qu'on vous reproche. Vous mettez du temps à comprendre ce qu'on vous reproche. Puis après, vous vous battez. Et puis, au fond, au bout du compte, on vous donne raison. Vraiment, elle s'est trompée. La justice vient de le dire. Est-ce que vous attendez qu'elle reconnaisse ses excuses? Je trouve que d'abord, j'ai peu de respect pour des personnes de cette nature, c'est vrai. Je suis pris entre le dégoût et l'indifférence, pour tout vous dire. Mais en même temps, oui, je serais, à une forme de terrible. Oui, ce serait une forme d'élégance, mais je suis pas sûr que ce type de personne. Et quelle leçon vous? Voilà, Philippe Bigère. Moi. Ouais. Je suis ravi pour lui qu'il a un non-lieu, ravi parce que évidemment il ne peut que s'en féliciter. Mais j'aimerais que les citoyens, mais ça ne se produira jamais dans notre démocratie, puissent avoir toutes les pièces en main. Il me semble que le non-lieu pour Éric Woerth, comme pour d'autres parfois, ne les fait pas passer d'une noirceur éclatante à une blancheur sulpicienne. Moi, il y a des choses un peu troublantes. J'admets que apparemment il n'a pas fait perdre d'argent à l'État, que c'est une bonne opération. Tout de même, en tant que citoyen uniquement, je n'ai pas de connaissance du dossier, je me dis que c'est un non-lieu normal, qu'il n'y a pas de charge suffisante, mais demeure, à tort ou à raison, dans mon esprit, dans mon fort intérieur, un petit parfum d'incertitude. Innocence absolue. Mais c'est quand même... Là, on se retrouve... Excusez-moi, je suis très étonnée de vous entendre. Ah oui, non, moi je suis sidéré d'entendre un juriste de nous apprendre qu'en France, il y a des innocents, des coupables et des suspects. Alors, vous venez de me faire une révélation. Mais non. Toutes mes études en droit m'ont appris le contraire. Il faut les refaire. Il faut les refaire. Attendez, et en plus, vous précisez que vous ne connaissez pas le dossier? De la même... Il n'y a pas de fumée sans feu. De la même manière que des acquittements aux assises, c'est la consécration d'une innocence ou la reconnaissance d'un doute, de la même manière, le non-lieu dans notre pratique judiciaire, c'est l'affirmation d'une innocence ou bien la consécration légitime d'un doute. Ça n'est pas la même chose. C'est scandaleux de dire ça. C'est la négation de notre état de droit. Il n'y a pas d'innocents. Il n'y a plus d'innocents. La justice peut créer des suspects. C'est une honte d'entendre dire ça. Les magistrats ont le droit de créer des attendez, suspects. pas tous les deux en même temps. Laissez Philippe Bigère répondre. Il y a eu des innocents parce qu'on en a eu la certitude. Je dis qu'il y a des non-lieux qui, dans notre système procédural, reconnaissent l'existence d'un doute et non pas d'une innocence. Oui. Si vous regardez les pièces telles qu'elles ont été rapportées, vous vous rendez compte qu'il y a eu des péripéties procédurales dans ce dossier qui me permettent de dire ça. Je ne discute pas le non-lieu dont il a bénéficié. Mais vous proclamez la suspicion. Mais non, mais entre la nuit et le... Mais pas du tout, je dis que c'est bien. Entre la nuit et le jour, c'est-à-dire que vous dites qu'il n'est que le non-lieu... Tout non-lieu n'est pas la consécration d'une innocence, c'est la reconnaissance d'un doute aussi. Tant mieux. En tous les cas, une chose est certaine, ça montrera à nos populations qu'un homme politique n'est pas forcément coupable. Et que dans la période, ça n'est pas vraiment regrettable. C'est très bien. C'est-à-dire que, évidemment, la présomption d'innocence, tout le monde sait bien que par rapport à un homme politique ou un people, c'est toujours très difficile à défendre. À chaque fois, la notion générale, c'est il y a affaire, donc il y a culpabilité. Là, on voit une affaire qui n'a pas duré, en plus, très très longtemps. Il y en a d'autres qui durent beaucoup plus longtemps. Oui, mais 4 ans. Il y en a qui durent 15 ans, 20 ans. J'ai toujours l'exemple, je le cite régulièrement, de Pierre Mauroy, 20 ans après. J'écoute la radio, c'était France Info, et j'entends Pierre Mauroy condamné, c'était à peine il y a 2 ou 3 ans, condamné pour des affaires qui avaient lieu il y a 20 ans, pour une histoire d'emploi fictif très ancienne. Non, moi je suis bien, 4 ans, voilà, il est non coupable, et ça montre vraiment en tous les cas que la justice fait son boulot et que même parfois les politiques s'en sortent. Mais un non-lieu, un non-lieu n'est pas un verdict de non-culpabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de procès. Non, les Français vivent sur la présomption d'innocence. Vous ne connaissez pas la démocratie.
épouvantable. Mais c'est faux ce que vous dites. Il n'y a pas que des innocents et des coupables. Et heureusement, sinon beaucoup seraient condamnés alors qu'ils bénéficient du doute. Attendez, on n'est pas dans le jugement moral. On a une loi. Mais je suis ravi qu'il ait eu un non-lieu. La Cour de justice a constaté. Quels sont vos critères pour le mettre dans cette zone grise où il n'est pas coupable mais pas innocent non plus? Inventé par des magistrats. Non, pas. Ça n'existe pas dans le droit. C'est des magistrats qui viennent de nous inventer cette catégorie de citoyens. C'est effrayant. Mais d'où tirez-vous ça? Attendez, vous avez parlé de vos études de droit il y a 50 ans, d'accord. Mais aujourd'hui, ça a changé. Vous me montrerez où mais est le la doute, loi sur vous les n'avez suspects. jamais entendu parler du doute? Venez écouter la déclaration du président lorsqu'il La loi sur les suspects, elle remonte à la Révolution française. Depuis, il n'y en a pas eu, vous venez de l'écrire. Mais non, attendez, franchement, d'accord. Mais écoutez, sans trancher sur le fond, la Cour de justice de la République a estimé jeudi ne pas disposer d'assez d'éléments pour poursuivre l'ancien ministre devant un tribunal pour prise illégale d'intérêt. Oui, mais c'est quand même ce que dit Philippe Bilger aussi. Non, ce qu'il dit, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on attend le matin au café, en buvant son café, c'est il n'y a pas de fumée sans feu. Non, c'est pas ça. On pourra éternellement dire que la mère de Grégory peut être suspect. Alors, selon vous, la mère du petit Grégory, on n'a jamais trouvé le coupable. On a pu seulement pas prouver qu'elle était coupable. Donc pour vous, elle est suspecte. Pas du tout. Ah bah c'est exactement la même. On va pas refaire ce débat. Vous faites exprès de moi, il n'y a que des innocents et des coupables. Mais non, vous le répétez, ça ne fait pas de ça une vérité, François. La présomption d'innocence, c'est tout prévenu. Excusez-moi de devoir répéter la définition. Tout prévenu et présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit apportée. Donc il y a deux états, il n'y a pas d'état transitoire. Mais puis-je me permettre de vous dire qu'évidemment, Eric Woerth, comme tous ceux qui bénéficient d'un non-lieu ou d'un acquittement, je les comprends lorsqu'ils viennent dire médiatiquement « je suis innocent ». Mais quand j'étais avocat général et que des personnes étaient acquittées après que je l'ai demandé parfois, eh bien je savais bien que c'était pas la consécration d'une innocence absolument certaine, mais d'un doute dont il fallait reconnaître l'importance. Et pour le non-lieu, c'est pareil. Mais il y a même des magistrats, un député Fenech qui dit que tous les non-lieux, c'est la consécration d'une innocence. C'est pas vrai. C'est la consécration parfois d'un doute, et tant mieux. Mais nous sommes une démocratie parce que nous avons fait ce choix. Qu'il y ait des coupables innocentés plutôt que des innocents condamnés. Merci. Que vous ne le sachiez pas, c'est... Mais attendez, vous fantasmez sur ce que je dis. Allez, tout le monde l'a entendu. Non, allez, on arrête sur ce sujet. On va parler donc de la fin de vie. Ce matin, vous savez, un rapport était remis à François Hollande. On va écouter un extrait du discours que François Hollande a donné ce matin, a annoncé ce matin, donc les modifications en ce qui concerne cette loi. Le temps est venu de procéder au vote d'une loi et d'engager donc la discussion parlementaire. C'est la raison pour laquelle, en accord avec le Premier ministre, je demande à ce qu'un débat sur la base d'une déclaration du gouvernement, titre de l'article 50-1, puisse être organisé dès le mois de janvier. Ensuite, il y aura la présentation d'une proposition et le vote d'une loi qui constituera un grand progrès. Voilà, donc parmi bon, oui, il n'y a pas énormément de choses, donc il a annoncé quand même qu'en janvier, ce serait discuté. Les propositions qui ont été faites prévoient d'instaurer un droit à une sédation profonde et continue jusqu'à la mort pour certains malades incurables qui en feraient la demande. L'administration donc de sédatifs jusqu'au décès serait admise pour des malades conscients dont les traitements sont inefficaces et dont les jours sont comptés. Et puis évidemment, les directives anticipées dans lesquelles chacun peut stipuler son refus d'un acharnement thérapeutique en cas de maladie, donc seraient possibles et encouragées, et même apparemment de ce que l'on sait pourraient être inscrites sur la carte vitale. François, alors peut-être Judith, puis après je donnerai François Creuset.
politiquement d'abord, cette loi va marquer pour ce qu'elle ne fait pas. Cette loi a été demandée, c'était une promesse du candidat de campagne, Hollande. oui. Cette loi a été demandée par des partisans de l'euthanasie et du droit au suicide assisté. Aucune de ces deux notions ne sera vraisemblablement retenue dans le texte qu'a annoncé François Hollande. Donc ça, c'est important. Pour moi, je considère que c'est bien. Il y a une notion extrêmement inquiétante qui est celle du droit à la sédation conduisant à la mort. Quand vous vendez une mesure et que vous l'appelez droit, forcément c'est positif. Donc il y a déjà une tentative de manipulation. Ensuite, demander à des gens, vous parliez d'inscription sur la carte vitale d'un souhait d'être sédaté ou non au cas où on se retrouverait dans cette situation. Moi je trouve ça totalitaire. Demander à quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens, si par hasard il lui arrivait d'être diminué sans savoir à quel point, de prendre une décision pour dans 20 ans, pour dans 30 ans, je trouve ça absolument inouï. Et vous avez cité en début d'émission le témoignage de Philippe Pozzo di Borgo, qui expliquait que si on lui avait demandé avant son accident quel aurait été son souhait s'il s'était retrouvé tétraplégique, il aurait répondu évidemment j'aurais demandé à ce qu'on mette fin à ma vie pour préserver mes proches, pour ne pas être une charge, et évidemment il éprouve du plaisir à vivre la vie qu'il vit actuellement. Au nom de quoi la loi demanderait à un individu de prendre une décision pareille? Ça me choque énormément. Alors, je rappelle, François Closet, que vous aviez publié un livre sur le sujet, La dernière liberté. Oui. Écoutez, je pense qu'il y a un progrès qui est de dire que s'il y a des directives anticipées, s'il y en a, alors elles doivent être respectées. Or, nous sommes en présence d'une contradiction. Tous les sondages depuis 20 ans montrent que 80% des Français disent « nous voulons pouvoir décider de notre mort à la fin de vie ». Mais que d'un autre côté, quand on dit « eh bien, exprimez cette volonté », il ne doit pas y en avoir 10% qui effectivement écrivent ce qu'ils veulent. Je pense que si on dit que ces décisions auront force obligatoire pour l'individu en fin de vie, il faudrait lancer, je dirais, une campagne dans les hôpitaux par les médecins pour dire aux gens, écoutez, exprimez-vous. Et parce que c'est les médecins qui ont intérêt. Vous comprenez, quand vous voyez l'affaire Lambert, ce tétraplégique... François, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la loi ne peut pas tout régler? Mais la On loi... est dans des situations... La loi, elle ne règle qu'un cadre qui est de dire... Exprimez-vous, écrivez ce que vous voulez. Oui, mais ça revient à moyennant enlever l'humain. quoi le médecin n'a pas à se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il aurait voulu? Il dit, il avait voulu ça, il est responsable. La loi n'a pas à tout réglé. Il y a beaucoup de réglementations qui seraient à supprimer, notamment au niveau européen. J'en sais quelque chose. 10 ans de député européen, ça laisse des traces à ce niveau-là. Non, je crois que ça aide. C'est ce qui a été décidé là, d'après ce que je comprends, aide les médecins à prendre une décision et permet peut-être d'éviter ce qu'on vit régulièrement éviter avec l'affaire Lambert. Non, parce que l'affaire Lambert, c'est les parents contre l'épouse. Mais si Lambert avait écrit ses volontés, il n'y aurait pas de problème. Et le médecin a plus, me semble-t-il, dans cette affaire, ce que j'en comprends, a un peu plus de droits par rapport à cela, et il est couvert dans les décisions qu'il peut prendre. C'est ce que je comprends là. Je vois bien que ceux qui sont partisans autour de mon ami Jean-Luc Romero de l'euthanasie entre guillemets, vraiment je dis que c'est un ami, mais là-dessus je n'arrive pas toujours à le suivre. Je vois bien qu'ils vont être très mécontents parce qu'on ne va pas au bout. Et toute la complexité là aussi, d'ailleurs, tout le monde le sait, au niveau européen, c'est-à-dire que ce qui n'existe pas en France existe ailleurs. Et donc autour en Suisse, en Belgique et autres. Et c'est là la complexité des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Voilà, moi je trouve en tous les cas que le compromis passé me paraît être un bon compromis, mais ça ne surprendra pas. La situation concrète peut-être est bien appréhendée par ce vient de dire le président de la République. Moi, c'est une dérive plus générale qui m'inquiète un peu, c'est l'immixtion de l'État et du pouvoir dans les rapports entre soi et ses proches. Je trouve que là, il y a un totalitarisme de bienveillance et de sollicitude
qu'on n'a pas demandé, qui me paraît dangereux. Mais peut-être que là, en effet, on est dans un processus qui va aider les médecins. Non, mais j'ajouterais en plus qu'apparemment, le gros problème de la loi, moi j'ai l'impression que Leonetti a participé à la réécriture de sa loi qui date d'il y a 10 ans, je crois, parce qu'il ne voulait pas que ça se fasse sans lui, et parce qu'il avait peur de ce qui pourrait se faire. Et le gros problème, d'après ce que j'en sais des expériences de terrain, c'est qu'il y a des endroits où il y a des médecins qui se refusent absolument à pratiquer la sédation. L'injustice en général de conviction religieuse, mais que en gros là, c'est relativement bien appliqué. En revanche, on manque énormément encore de soins palliatifs et de personnes qui savent s'occuper des mourants. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut développer les soins palliatifs, mais les soins palliatifs et le problème de la mort, c'est deux choses totalement différentes. Et d'autre part, il est évident que quand tous les Français disent « nous voulons qu'on respecte notre volonté », on leur dit « vous allez l'exprimer ». Moyennant quoi le médecin, au lieu de se dire « qu'est-ce qu'aurait voulu ce malade qui ne peut pas s'exprimer », il pourra se conformer. Maintenant, il y a une deuxième chose. C'est qu'on dit, jusqu'à présent, on dit « oui, on peut vous faire mourir ». Comment ? De faim et de soif. Ah bon. Maintenant, on dit de sommeil. Non. Pourquoi ne pas tout simplement dire, quand on fait un acte, que ce soit une sédation, on débranche les appareils, qui va faire mourir. Au lieu d'envoyer le malade dans une agonie qui va durer on ne sait combien de temps, on prend des médicaments, des produits qui font mourir dans les minutes qui suivent. Pourquoi imposer cette agonie ? Uniquement pour une raison, parce que les religions l'exigent. Nous mourrons en théocratie. Je ne pense pas que ce soit les religions. Quand on dit qu'on est injuste devant la mort, que vous tombiez effectivement sur un médecin compréhensif, et on en a tous dans notre entourage, qui ont aidé à mourir des gens, et vous tombez sur quelqu'un d'autre qui ne veut pas absolument. C'est pourquoi il faut que la loi va régler. Supprime l'arbitraire, que la loi dise aux gens, vous voulez qu'on respecte vos volontés ? Exprimez-les. Nous, la loi, on vous dit qu'on les juge. Mais à quel moment ? On peut changer combien de fois d'avis ? Le problème on peut changer combien de fois d'avis ? Enfin, par définition. Non, mais enfin, vous imaginez qu'on va entrer dans la chambre d'un malade, lui dire « c'est bien vous qui avez écrit il y a 10 ans », et alors que le malade dira « non, non, eh bien, on vous tue ». Non, mais qu'est-ce que c'est ce fantasme ? Vous pourriez être raisonnable. C'est pas mon fantasme, excusez-moi, c'est ce que vient de dire. C'est sur la carte vitale, et ça peut se faire de manière, ça peut se faire de manière automatique, attention. Mais ça ne se fait que si vous êtes inconscient. J'espère bien. Si vous êtes inconscient. En temps normal, oui. En temps normal, oui. Enfin, on ne va pas vous tuer contre votre volonté sous prétexte qu'il y a 10 ans, vous avez dit que... Non, mais qu'est-ce que c'est donc l'expression de la volonté n'est pas tout. C'est quelqu'un dans le coma qui ne peut plus s'exprimer. Ah, donc c'est plus sa volonté. Mais si, c'est la volonté qu'il a exprimée avant. Donc c'est le contraire de ce que vous dites. C'est effectivement quand il était bien portant et sans perspective de mourir atrocement qu'on lui a demandé son avis sur ce que devait être sa fin de vie. C'est le contraire de ce que vous dites. Il peut revenir dessus. Sauf qu'il sera dans le coma. Mais comment pouvez... Mais alors, il n'y a plus de... Je vous signale que si c'est ça, il n'y a plus de testament. Parce que le légataire universel, on ne parle plus de la mort. Peut-être que le monsieur, une fois dans l'inconscient, s'est dit « Oh, flûte, j'aurais pas dû prendre un tel comme légataire. » Donc on annule tous les testaments, mais c'est des fantasmes. Non, il y a des règles de lucidité pour les testaments. Qu'est-ce que c'est cette histoire des gens qui, pendant 15 ans, ont dit « Je veux pas ceci » et qui, devenus inconscients dans leur inconscience, disent « Non, je ne veux plus ». Mais c'est des fantasmes, ça ne tient pas debout. Regardez la réalité. Dans l'inconscient, c'est là où la loi, me semble-t-il, aide le médecin par rapport aux gens inconscients. Moi, je parle des gens conscients, de ceux qui pensent qu'ils ont encore. Il n'y a pas de problème, s'ils sont conscients, on leur demande ce qu'ils veulent. Bien sûr. Ils peuvent l'exprimer. Ils peuvent l'exprimer. S'ils peuvent l'exprimer. Moi, le coup de la carte vitale, tout ce qui est puce maintenant, où tout le monde peut savoir, j'ai appris ça dernièrement, que on peut, dans le métro, des appareils existent aujourd'hui, on peut arriver avec votre carte bleue, avec des appareils technologiques très modernes, à trouver vos codes et l'ensemble directement. Bon, c'est évidemment tous ceux qui sont des savants de tout cela, mais ça existe. Et on va trouver sur votre carte vitale que vous avez envie, on a le droit de mourir dans la dignité, c'est pas mal. Ah ben non, moi je veux que tout le monde sache que si je suis inconscient, d'ailleurs c'est pourquoi c'est écrit dans ma poche, que tout le monde sache que je ne veux pas être réanimé. Et je sais, ce faisant, que je renonce peut-être, c'est vrai,
à années une vie supplémentaires. qui, après ma réanimation, aurait été heureuse. C'est un choix que je fais, un choix responsable, et je demande qu'on le respecte. Oui, ça fait 10 ans que j'ai ces instructions dans ma poche, et j'entends que les médecins le Oui, respectent. cette émission fera foi. On va la garder. Ça n'est pas la peine d'en dire plus. Non, mais il adore. Vous l'avez écrit. Le problème, c'est que vous demandez aussi aux autres de prendre le même engagement. Moi, ça me... Faites ce que vous voulez. Ils le font ou ils le font de votre vie et de votre Mais moi, mort. je n'impose rien à personne. Ah si, vous dites que j'impose qu'on respecte ma volonté. On va repasser la séquence précédente. Vous venez de dire il faut que les Français s'expriment. Ah ben, on doit les inciter à s'exprimer, puisque d'un côté, ils disent je veux qu'on respecte ma volonté, et de l'autre côté, ils ne veulent pas l'exprimer. On doit les inciter à mettre en cohérence, mais on ne va obliger personne à faire un testament de vie. Simplement, il faut inciter les gens à être cohérents. Vous ne pouvez pas dire je veux qu'on respecte ma volonté, mais je ne veux pas l'exprimer. Mais on peut être incohérent, on peut être contradictoire, et ça s'appelle la vie. Excusez-moi, mais oui. Mais ils ont je crois, d'être dans la complexité par rapport à tout cela. En tout cas, moi, je le suis. Parce que c'est vrai que c'est mais c'est vrai que c'est un sujet extrêmement complexe, que c'est un petit peu comme la guerre, c'est mal, et évidemment, personne n'a envie de mourir dans d'atroces souffrances, et donc forcément, il y a toujours ce souhait de dire oui, quand vous dites la plupart des Français sont pour l'euthanasie, oui, on préfère mourir bien que mourir mal. Donc c'est beaucoup plus subtil que ça. La volonté en fin de vie de chacun. Et s'il n'est plus à même de l'exprimer, il faut, si possible, pouvoir garder la trace de la volonté qu'il avait avant de prendre conscience. C'est ce vers quoi ça va visiblement cette proposition de loi. Et je me battrai pour qu'on continue à maintenir en vie ceux qui, à l'évidence, ne veulent pas qu'on abrège leur vie. Voilà. Je respecte. Et si quelqu'un n'a jamais envie d'exprimer une volonté, oui, d'accord. Non, mais donc on se retrouve à la fin dans une ambiguïté qui est celle de l'humain. De l'humain, absolument, et contre laquelle la loi ne peut rien. J'admire le décret de votre volonté, François, mais je n'en serais pas capable en ce qui me concerne. Mais je préfère laisser le doute. Et moi, je préfère laisser la liberté à chacun, y compris de faire ou de ne pas faire un testament. Oui, mais est-ce que la loi n'est pas l'inverse de la liberté ? Non, la loi et le respect de la liberté. Me semble-t-il, celle-là, oui. Celle-là, oui. Mais encore une fois, ce qui a été proposé là ne sera pas forcément ce qui sera voté. Oui, parce que la demande politique, c'était euthanasie et droit au suicide assisté. Allez. Je vous conseille une lecture extrêmement utile, Fin de vie, le choix de l'euthanasie d'Emmanuel Hirsch. C'est quelqu'un de remarquable, professeur à la faculté de médecine et surtout directeur de l'espace éthique de la PHP. Et c'est vrai que quand on l'écoute et quand on lit son livre, on peut changer d'avis et réfléchir sur la question de la fin de vie qui n'est pas aussi simple que ça. Et puis le très beau témoignage dans le Parisien d'aujourd'hui de Philippe Pozzo di Borgo qui fait réfléchir aussi. Merci à tous les quatre. Le journal sur LCI.